Bienvenue à la leçon numéro 22 du cours Architecture des ordinateurs qui s'intitule Contrôle câblé. Dans cette partie, plutôt dans cette leçon, nous allons voir 4 parties. La première, c'est comment peut-on, à partir de ce qu'on a vu dans la leçon numéro 21, qui était réservée à la FSM, comment on pourrait en déduire la FSM processeur. Dans la deuxième partie, nous verrons le séquencement des opérations. La troisième partie, on verra le séquenceur câblé. Et on terminera avec quelques exemples. Dans la deuxième partie, nous verrons le séquencement des opérations en utilisant bien sûr un séquenceur, c'est-à-dire que comment le processeur procède à l'exécution des différentes instructions, l'envoi des micro-ordres. Et dans la troisième partie, nous verrons le séquenceur câblé qui est un des exemples d'utilisation de séquencement d'instructions qui est utilisé par certains fabricants. Et on termine bien sûr avec des exemples sur le séquencement par exemple de quelques instructions manipulées par les utilisateurs telles que l'addition, soustraction, multiplication et division. Donc dans la FSM processeur, on a détaillé dans la leçon 21 ce que c'est une FSM, ce que c'est une machine d'état fini, et on avait conclu qu'un processeur s'adapte parfaitement bien à ce modèle de FSM. On pourrait justement, la partie contrôle du processeur ou le séquenceur qui permet de séquencer les instructions peut parfaitement recevoir le modèle de Moore pour établir le fonctionnement de ce séquenceur. Donc la partie contrôle d'un processeur pourrait faire l'objet d'une FSM. Donc les variables et les états pourraient être, par exemple, les états seraient les numéros des micro-ordres ou micro-commandes, puisque chaque instruction est exécutée avec un certain nombre d'états. Plutôt, elle a un certain nombre de top d'horloge. Chaque top d'horloge, on avait dit que ça pourrait être un état. Et chaque instruction a un nombre fini de top d'horloge, donc un nombre fini d'états. Et elle pourrait avoir, bien sûr, cette FSM comme montré deux entrées. La première, c'est le registre instruction qui contient le code d'opération de l'instruction en cours d'exécution. Et la deuxième entrée pourrait être le registre d'état qui contient l'état de la machine lors des calculs précédents. Bien sûr, on a dit que le processeur, pour exécuter une instruction, il fait la recherche de cette instruction à partir de la mémoire centrale, donc il la récupère, il la met dans le registre instruction, il décode le code d'opération et il lance les différents micro-ordres pour exécuter cette instruction. Donc, le registre, plutôt le code d'opération qui est dans le registre instruction, est une entrée de notre FSM, puisque l'exécution démarre lorsque l'instruction est dans le registre instruction. Et bien sûr, pour exécuter certaines instructions, le processeur a besoin des bits qui sont dans le registre d'état. Il a besoin des bits C, V, Z et N pour pouvoir dérouter l'exécution du programme ou pour pouvoir faire quelques opérations telles que lorsqu'on veut faire par exemple une addition sur une donnée qui dépasse la taille sur laquelle le processeur peut faire une opération, par exemple une addition, si le processeur peut faire au maximum une addition sur 32 bits, il a des registres internes de 32 bits et on veut faire une opération de 64 bits, ben, la retenue qui est générée pour le premier mot, pour pouvoir la générer vers le deuxième, il va falloir utiliser le registre d'état. Donc il y a un certain nombre d'opérations ou un certain nombre d'instructions qui utilisent les bits du registre d'état, et ces bits du registre d'état doivent être des entrées pour justement cette FSM. Donc on a comme entrée le registre d'état et le registre instruction. Et le nombre d'états est fini et déterminé pour chaque instruction. Et en sortie, bien sûr, on aura les micro-ordres ou micro-commandes. Bien sûr, dans le cas d'un contrôle câblé. Dans le cas d'un contrôle micro-programmé, qu'on verra dans une autre leçon, on verra qu'on parle de micro-instructions. Les micros, plutôt à partir du code d'opération, à partir de ce qu'on a dans le registre d'état, un certain nombre de top d'horloge seront
effectuer pour exécuter l'instruction en fonction de cette instruction, du code d'opération, et en fonction, bien sûr, des modes d'adressage utilisés dans cette instruction. Et pour chaque top d'horloge, un mode de contrôle qui comprend un certain nombre de micro-ordres sont envoyés pour activer les différentes unités fonctionnelles qui vont intervenir dans l'exécution de cette instruction. On commence par le premier top d'horloge, deuxième jusqu'au énième, dernier top d'horloge pour exécuter cette instruction. Donc la FSM processeur, c'est en fait le séquenceur qui permet le séquencement des opérations. Donc on a comme entrée le registre d'état et le registre instruction. Et bien sûr, ici, on aura la logique du calcul du numéro du nouveau micro-ordre, plutôt du mode contrôle. Et ici, on a la logique de calcul des signaux des micro-ordres, c'est la sortie. Donc ça, c'est le calcul des sorties. Et bien sûr, ici, on a les bascules qui vont nous permettre de passer d'un état à un autre. Donc on va commencer par exemple l'exécution à partir du premier top d'horloge. Au premier top d'horloge, on aura un certain nombre de micro-ordres ici. Au second top d'horloge, on aura un certain nombre de micro-ordres. Et dans le cas où par exemple on a besoin du registre d'état ou de certaines informations, celles-ci seront renvoyées ici. Et en fonction du nouveau état, plus ce qu'on aura comme entrée ici, on calculera le mode de contrôle qu'il faut envoyer, qui est composé d'un certain nombre de micro-ordres. Et bien sûr, ces micro-ordres sont envoyés sur le chemin de données pour activer les unités fonctionnelles du processeur qui vont participer à l'exécution de cette instruction. Donc, bien sûr, le processeur, pour pouvoir exécuter une instruction, c'est un ensemble de top d'horloge qui sont envoyés. Donc, il procède à un séquencement des signaux qui seront envoyés sur le chemin de données, moyennant un séquenceur. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Bien sûr, le séquenceur est un automate qui génère les signaux de commande nécessaires pour actionner et contrôler les unités participant à l'exécution d'une instruction donnée. Il procède par, bien sûr, il y a une horloge qui permet d'orchestrer l'envoi des micro-ordres et il n'envoie ces micro-ordres que, bien sûr, aux unités qui vont participer à l'exécution de cette étape d'exécution de l'instruction. Donc ces signaux sont distribués aux différents points de commande des organes concernés selon un chronogramme qui tient bien sûr compte du temps de réponse des circuits sollicités. Si par exemple on a une instruction qui permet de faire une addition entre un registre interne au processeur et une donnée qui est en mémoire centrale, la donnée qui est dans le registre interne, elle est récupérée immédiatement, peut-être en un top d'horloge. Par contre, celle qui est dans la mémoire centrale, il faut la récupérer, il faut au moins 4 cycles d'horloge. Tout dépend du temps de réponse et de nombre de cycles de la mémoire. En combien de cycles processeur pourrait-on récupérer une donnée à partir de la mémoire? Donc le nombre de cycles processeur nécessaire pour récupérer une donnée de la mémoire, bien sûr, détermine le temps de réponse du processeur. Donc, il ne pourra avancer à la deuxième micro-instruction, par exemple, qui permet de lancer l'opération d'addition que lorsque la donnée est présente. Donc, il faut qu'il soit capable de ralentir certaines unités fonctionnelles avant d'entrer en action, plutôt d'entrer en action que lorsque la donnée est disponible. Donc il existe deux types de séquenceurs, séquenceurs câblés et séquenceurs microprogrammés. Donc dans le séquenceur câblé qui est l'objet de cette leçon, on verra qu'on pourrait le réaliser avec des circuits combinatoires que l'on pourrait combiner et avoir un séquenceur câblé.
Par contre, le séquenceur microprogrammé, on utilise une mémoire et un code du microprogramme sera logé dans cette mémoire et il sera implémenté dans le processeur. Bon, les différents niveaux de programmation d'un processeur. Donc, on a dit que, bien sûr, il y a au niveau le niveau le plus haut, c'est le langage évolué. Mais bien sûr, on sait qu'il y a maintenant des langages orientés objets, il y a des langages, on parle de langage naturel, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, en dessous du langage évolué, on trouve le langage assembleur. Donc, c'est ce qui a été utilisé dans la deuxième génération de machines et qui est toujours utilisé pour, des fois, lorsqu'on a des problèmes sérieux qu'on ne peut pas régler ou résoudre dans les langages évolués, on peut passer en assembleur parce qu'on touche aux ressources de la machine et on touche aux bits, les octets et les bits de la machine. Donc, on voit mieux comment la machine se comporte dans le cas où on a un problème, on peut le voir dans l'assembleur. Et bien sûr, en dessous du langage assembleur, il y a le langage, disons les instructions machines, ou plutôt le langage machine, dans lequel il y a, bien sûr, on peut travailler avec des bits ou avec des digits en hexadécimal ou en binaire. Donc les instructions machine ou le langage machine, des fois aussi, c'est nécessaire de passer, voir ce que se passe, parce que aussi, dans le langage assembleur, on ne peut pas voir exactement ce qui se passe. Et bien sûr, chose que nous, on ne voit pas, mais le processeur fait derrière pour exécuter ces programmes, c'est la micro-programmation, donc c'est les micro-instructions. Et bien sûr, il y a des spécialistes qui font les programmes, les micro-programmes. Et le processeur procède dans certaines machines à exécuter les instructions avec les microprogrammes ou plutôt les micro-instructions. Et ces micro-instructions, bien sûr, sont composées d'un certain nombre de commandes électriques ou électroniques. Parce que pour activer des registres ou pour activer des cases mémoire, il faut leur envoyer des signaux électroniques, des signaux digitaux, et c'est justement l'objet des commandes électriques ici. Donc, pour pouvoir justement étudier cette partie contrôle, on va commencer d'abord par le séquenceur câblé pour comprendre comment l'unité de commande fonctionne ou comment le séquenceur permet de séquencer les instructions et orchestrer la gestion, ou plutôt l'exécution de ces instructions. Donc le séquenceur câblé, on a dit qu'il a comme entrée le registre instruction. Ce registre instruction passe par un décodeur d'instruction. Ce décodeur d'instruction envoie ces instructions vers un codeur qui permet de générer bien sûr les signaux de commande des unités fonctionnelles. Pour fonctionner, bien sûr, ce codeur a besoin de ce qu'on appelle un distributeur de phase. Bien sûr, il y a une horloge, mais l'horloge n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que l'horloge, elle émet des tops d'horloge, donc c'est des périodes constantes. Et si par exemple on dit qu'une instruction nécessite 7 tops d'horloge, ben 7 tops d'horloge, si par exemple il y a une étape qui doit être ralentie, ben, c'est le distributeur de phase qui permet de faire ça. Ce distributeur de phase permet de bloquer par exemple une opération. Elle ne doit se faire que lorsque une donnée en provenance d'une telle unité fonctionnelle doit être disponible. Donc le séquenceur connaît le temps de réponse des unités fonctionnelles. Donc ici, moyennant ce distributeur de phase, ça lui permet de ralentir ou d'activer disons, le traitement de certaines opérations par les unités fonctionnelles. Et on a bien sûr, à droite, les drapeaux d'état, donc qui viennent des interruptions, des signaux qui peuvent provenir de certains périphériques ou des accusés de réception de certaines données, et les codes conditions. Donc ça, c'est le registre d'état, ça, c'est le registre instruction, l'horloge et le distributeur de phase, et ici, à l'intérieur, nous avons notre séquenceur.
le séquenceur câblé qui prend en compte de tout ça. Et bien sûr, avec ça, ça nous permet d'avoir les signaux de contrôle qui nous permettent d'activer les unités fonctionnelles en question. Donc ce séquenceur câblé a l'avantage d'être très rapide puisqu'il est conçu à base d'électronique, uniquement de l'électronique. Donc c'est des composants électroniques, c'est le temps de réponse des composants électroniques. Et il a l'inconvénient d'être très cher. Pourquoi? Parce que la conception de circuits électroniques est toujours beaucoup plus chère que le développement d'applications. Parce que le développement d'applications, c'est soft, c'est souple. Par contre, développer une carte électronique ou plutôt concevoir des circuits électroniques, ce n'est pas toujours évident. Il faut des composants, il faut faire des tests et ça prend beaucoup plus de temps. Et un autre inconvénient de ce séquenceur câblé, c'est qu'on ne peut pas le réutiliser, même chez le même fabricant, des fois, pour passer d'une machine à une autre, il est obligé carrément de laisser tomber toute l'étude qu'il a fait pour la machine précédente et refaire une étude de A à Z pour la nouvelle machine. Donc, disons, le temps dépensé dans l'étude ne peut pas être réutilisé pour une nouvelle machine. Par contre, le séquenceur microprogrammé a l'avantage d'être, étant donné qu'il s'agit d'un programme, le programme, on a le code, on peut le réutiliser pour une autre machine, moyennant quelques petites modifications. Et on termine avec quelques exemples. Donc on prendra pour illustrer le fonctionnement de ce séquenceur câblé, quelques exemples pour pouvoir placer l'ensemble des entités de ce séquenceur moyennant une FSM qu'on avait vu à la première partie pour pouvoir justement mettre en œuvre le fonctionnement du séquenceur. Donc pour les exemples du séquenceur qu'on va étudier, on va faire la conception et réalisation d'un séquenceur câblé qui permet de distribuer les signaux de contrôle nécessaires pour les opérations arithmétiques et logiques de base, telles que l'addition par exemple, la soustraction, la multiplication et la division. Bon, le temps imparti à cette leçon ne permet pas de traiter la totalité des opérations. On va prendre addition et multiplication seulement, puisque l'addition et la soustraction, ils sont pratiquement similaires. La multiplication et la division sont similaires dans la mesure où, dans un cas, on a addition et décalage à gauche, et dans l'autre, on a une comparaison, soustraction et décalage à droite. Donc, c'est les mêmes composants qu'on utilisera pour l'addition et la soustraction. Par contre, la multiplication, on utilisera un registre à décalage et l'additionneur. Par contre, pour la division, on utilisera un comparateur, la soustraction et le décalage à gauche. Donc, on traitera que l'addition et la multiplication. Je vous laisse le soin de traiter les deux autres comme exercice. Donc, ici, on a, pour arriver au résultat escompté pour faire l'addition, soustraction, multiplication et division, on va utiliser certains composants pour ne pas partir de zéro. Donc on utilisera l'ALU de Texas Instruments, la SN74LS380A. On utilisera deux registres à décalage. C'est le 74LS194 ici. Et on utilisera un comparateur, le CD4585B. Donc ici, l'unité arithmétique et logique nous permet de faire l'addition et la soustraction. Elle a un additionneur et une soustraction. Et le registre à décalage nous permet, dans le cas de l'addition, plutôt de la multiplication ou de la division, de pouvoir avoir les informations nécessaires. Donc un décalage à droite pour la multiplication, et un décalage à droite pour la division et un décalage à gauche pour la division. Et bien sûr, ici, le comparateur a un certain nombre de signaux sortis pour pouvoir comparer la partie haute du registre dividende pour la division. Et là, bien sûr, on a les entrées. Donc, on va se limiter à une
opération sur des opérandes de 4 bits, donc A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. L'unité arithmétique et logique a 3 entrées, S0, S1, S2. Et le registre à décalage a S4, S3, S3, S4 pour pouvoir gérer le registre à décalage qu'on avait vu dans les circuits logiques et unités fonctionnelles. Dans la leçon numéro 8 et 9. Donc cette unité arithmétique et logique prend 2 opérandes de 4 bits et il me génère le résultat ici aussi sur 4 bits. Et j'utilise le registre à décalage puisque une multiplication de 2 opérandes de 4 bits me génère un résultat sur 8 bits bien sûr. Donc à partir de ce schéma, on pourrait, bien sûr, on a besoin des registres en entrée, on a besoin de, ici, un registre qui va être sur 8 bits en sortie, et les signaux de contrôle, S0, S1, S2, S3, S4, pour lancer les opérations d'addition, soustraction, décalage à droite, décalage à gauche, et de décalage à droite, décalage à gauche, chargement parallèle, et remise à zéro ici du registre à décalage. Donc le mot de contrôle sera composé, bien sûr on a le compteur de programme, on a le registre RA in, donc on va utiliser en partie le schéma qu'on avait vu tout à l'heure, mais bien sûr le processeur a d'autres éléments, d'autres registres qu'il va falloir utiliser pour avoir l'opération entière. On a le registre mot, le registre instruction, le registre mot, le registre X, le registre Y, le registre Z qui est en sortie, le read-write et la remise à zéro de X, Y, la commande de lecture, le signal de comparaison qui me donne l'information pour le est-ce que c'est supérieur ou inférieur pour la division. Et ici, j'ai les signaux de commande de l'unité arithmétique et logique qui est composée par l'addition-soustraction ici, de 2 digits, de données de 8 bits, de 4 bits. Et je vais avoir le S3, S4 pour commander mon registre à décalage à droite et à gauche. Et bien sûr, je considère que j'ai 8 registres R0 jusqu'à R7. Donc l'opération d'addition que je vais faire, je vais la faire sur un registre R0, R1. Donc c'est add R0, R1. Et le résultat sera stocké dans R1. Donc add R0, R1, c'est R0 plus R1 et le résultat sera stocké dans R1. Donc les micro-ordres de l'addition vont être comme suit. Donc on a l'état 1, on doit aller chercher l'instruction. Donc on va envoyer PC out sur le bus interne, RA in pour récupérer le contenu de l'adresse de l'instruction qui est dans le compteur de programme et on envoie une lecture à la mémoire. Donc une fois la mémoire reçoit le signal de l'adresse et la demande de lecture du processeur, elle va positionner la donnée sur le registre mot et entre-temps le compteur de programme sera incrémenté et le processeur pourra récupérer la donnée sur le registre mot qui est présente sur le bus de données. Après, dans la troisième étape de la micro-commande pour exécuter l'opération d'addition, RMOut sera envoyé dans RI. Dans RI, ça veut dire que l'instruction à ce niveau-là sera dans le registre instruction. Donc commencera l'exécution à partir de cette étape. Donc il va décoder l'instruction, il saura qu'il s'agit d'une opération d'addition et il va récupérer le R0 en moyennant un signal de lecture du registre R0. Il met le contenu de R0 dans une des entrées de l'unité arithmétique et logique. Il prend R1, il le lit, il le met dans la deuxième entrée de l'unité arithmétique et logique. Il lance l'opération d'addition et le résultat sera stocké dans Z, dans la partie haute de Z. Après, il va ranger le résultat dans R0 à 1, addition R0 à R1 et stocke le résultat dans R1. Donc il va passer l'accumulateur sur le bus interne, le signal d'écriture et il le met dans le registre R1. Et on arrive à la fin de l'exécution de l'instruction.
Donc, si on établit le sous-système, disons le sous-circuit de l'addition, donc tel qu'on avait défini la FSM, donc on considère que le signal start, c'est l'entrée ici de notre FSM pour activer les micro-ordres associés à l'addition. Donc, on a le circuit de calcul des états. On a ici disons les bascules qui permettent le passage d'un état à un autre. Et on a ici le circuit de calcul des micro-ordres qui va les envoyer aux différentes unités fonctionnelles pour traiter l'opération. C'est-à-dire l'unité de traitement qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans le schéma qui a été fourni tout à l'heure avec l'unité arithmétique et logique, les registres, les différents registres, décalage, le comparateur et bien sûr les différentes interconnexions entre ces registres et ces composants. Donc les signaux seront envoyés les uns après les autres. Donc on a vu que ça nécessite 8 étapes pour exécuter l'instruction add. Donc dès qu'on lance le démarrage, la première étape, donc le start, ici va activer l'opération d'addition. On aura le premier état qui sera généré. Ça sera le premier état pour l'exécution de l'instruction add. Les micro-ordres seront envoyés à l'unité de traitement, qui est le schéma qu'on a vu au départ. Après, le nouveau état sera envoyé vers le circuit de calcul des états, qui va calculer le prochain état. Ici, c'est une exécution séquentielle, donc ça ne nécessite pas des branchements ou des entrées autres que le signal. Bon, on n'a pas prévu l'opération d'addition qu'on a prévue. On ne prévoit pas de tenir compte des bits du registre d'état. Et le deuxième état, il va envoyer les micro-ordres nécessaires, le troisième état jusqu'au huitième. Et bien sûr, ici, les bascules nous permettent de calculer à partir de l'ancien état, le nouveau état. Donc en entrée, on aura l'ancien état, et ici, on va avoir le nouveau état qui sera activé et les micro-ordres de ce nouveau état seront envoyés. Donc ici, on aura les YI dans l'ancien état et ici, on a les YI du nouveau état. Donc pour illustrer ça sur la table des états d'addition, donc on a les YI ici pour l'ancien état, et là, on a les YI pour les nouveaux états. Donc, en fonction de ce qu'on a dans start, lorsque start est égal 0, c'est Y0, Y1, Y2 dans cette colonne. Lorsqu'on a start égal à 1, c'est le nouveau état qui est à base de Y0, Y1, Y2. Et ça, c'est l'ancien état. Et bien sûr, on a les états de 1 jusqu'à 8. Donc, à l'état 1, on a dans Y0, Y1, Y2, 0, 0, 0. Et si le start est égal 0, ça veut dire qu'on ne va pas activer l'opération d'addition, on aura dans le nouveau état 0, 0, 0. Donc le système ne changera pas d'état. Par contre, lorsque start est égal à 1, on passe à l'état 0, 0, 1. Bien sûr, après, lorsqu'on est dans l'état 0, 0, 1, lorsque start est égal 0, on est au même état. Ça ne bouge pas. Par contre, lorsqu'on a 1 dans start, ici, on passe de 0, 0, 1 à 0, 1, 0, et ainsi de suite. Et bien sûr, ces états correspondent à une étape de l'exécution de l'instruction. Donc ici, on envoie le contenu du compteur de programme dans le registre adresse pour activer l'instruction qu'on va exécuter. On envoie le signal de lecture à la mémoire. Et ici, on récupère le mot mémoire qui contient le code d'opération de l'instruction. On le met dans le registre mot. Dans la troisième étape, on le met dans le registre instruction, c'est-à-dire qu'on termine la lecture de l'instruction. La quatrième étape, on commence l'exécution. La cinquième, on récupère, donc la quatrième, on a récupéré R0, cinquième, on a récupéré R1, sixième, on lance l'addition, la septième, on range le résultat dans R1, et la huitième, on termine. À partir de cette table des états, on définit les équations. Donc ça, c'est le nouveau état. Donc ça, c'est la sortie des bascules à partir, ou plutôt le circuit, la table des états d'addition
qui doivent être calculés par le circuit d'entrée, le circuit qui génère le nouveau état. Donc à partir de l'ancien état et de start, donc l'ancien état stipulé par Y0, Y1, Y2 et le signal start, on calcule le nouveau état. On calcule la sortie de la bascule, Y0, plutôt la sortie du circuit de calcul d'état, Y0, Y1, Y2. Donc ces sorties seront envoyées vers l'entrée des bascules, les 3 bascules. Étant donné qu'on a 8 étapes, 8 états dans notre FSM, donc on a besoin de 3 bascules. Et bien sûr, le calcul de ces sorties du circuit de calcul des états est calculé à base de l'entrée, qui est start, et des signaux Y0, Y1, Y2. Et bien sûr, on pourrait, à partir de ces équations, établir le sous-circuit d'entrée qui permet de calculer à partir des entrées le nouveau état, ou plutôt envoie aux bascules l'état vers lequel ils doivent se positionner. Donc on retrouve ici l'entrée start, Y0, Y1, Y2, et le schéma du sous-circuit du calcul du nouveau état à base des portes E et des portes OU. On peut combiner un ensemble de circuits logiques, bien sûr, pour pouvoir faire ça. Donc on a le Y0+, Y1+, et Y2+. Donc ce circuit a été déduit des équations qu'on a conclues tout à l'heure, le Y0+, Y1+, et Y2+. Donc la table des états d'addition, et dans ce cas, c'est la table d'état d'addition en sortie, nous permet bien sûr d'avoir l'ensemble des micro-ordres qui seront générés par le séquenceur câblé pour exécuter l'addition. Donc on trouve ici PC INC, PC OUT, RA IN, RM IN, RM OUT, X IN, Y IN, ainsi de suite. Donc l'ensemble des signaux qui vont participer à l'exécution de l'instruction d'addition. Bien sûr avec la sélection de registres, puisqu'on a considéré qu'on a 8 registres, mais on n'utilisera que 2, R0 et R1. Et bien sûr, ici, on a les états de E1 jusqu'à E8, et ici, les sorties de la bascule. Donc, chaque état, lorsque la bascule, les 3 bascules, Y0, Y1, Y2 sont dans l'état 0, 0, 0, ben c'est un état de demande de lecture. Donc, bien sûr, on va mettre PC out, RA in, et ici, on va lancer la demande de lecture de la mémoire. Dans le deuxième état, on va avoir, bien sûr, ici, le PC inc, on incrémente le compteur de programme, et on met la donnée dans le registre mou du processeur. Et là-dedans aussi, dans la troisième étape, plutôt la troisième elle est là, donc on va procéder à RIIN, donc l'instruction sera positionnée, placée dans le registre instruction, et bien sûr, avant d'être positionnée, on active ici le RMOut pour placer la donnée sur le bus interne et être récupérée par le registre instruction. Donc, ce tableau nous permet de résumer plutôt la totalité, de nous donner la totalité des signaux qui seront envoyés par les micro-ordres. Donc ici, pour chaque état, on a le mot de contrôle qui sera envoyé par le séquenceur. Et bien sûr, on pourrait en déduire, à partir de ce tableau, l'équation de chaque signal ou chaque micro-ordre. Donc par exemple ici, le signal fin, c'est Y0, Y1, Y2, qu'on a tout à l'heure. Et bien sûr, le signal YIN, par exemple, c'est Y0 bar, Y1, Y2. Le signal petit r pour charger un registre, c'est Y0, Y2, Y0, Y1. Donc l'ensemble des signaux qu'on a dans le tableau doivent être déduits à partir de Y0, Y1 et Y2. Et on établit aussi le schéma du sortie. Donc le sous-circuit de sortie pour l'addition nous permet d'avoir le bloc qui est entre
les bascules et qui récupère l'état à partir de la bascule et qui génère les micro-ordres vers l'unité de traitement, disons le schéma qu'on a vu tout à l'heure, au début de l'exemple. Donc ici, on déduit les équations de chaque micro-ordre à partir de Y0, Y1, Y2, qui sont la sortie des bascules qui nous donne le nouveau état. Donc le nouveau état est stipulé par Y0, Y1, Y2 qui ont sorti des bascules. Et là, on a pour chaque micro-ordre, on doit le câbler pour avoir la sortie correspondante. Et l'ensemble de ces signaux qui sont dans la sortie du sous-circuit de calcul des micro-ordres sera envoyé sur le bus de données, sur le bus interne pour activer l'unité de traitement. Quant à la FSM de la multiplication, bon, elle est un peu plus compliquée que l'addition puisqu'il y a, bien sûr, il y a un état de start et elle a beaucoup plus d'états. Donc on verra qu'elle a 12 états et un état déterminé, il va falloir voir est-ce que le LSB est à 0 ou pas. Donc la multiplication, on l'avait vu dans la leçon numéro 9. Donc je vous renvoie vers la leçon numéro 9 pour comprendre les différents états qu'on peut suivre pour faire la multiplication. Mais ici, on pourrait le synthétiser. Donc ici, il y a la lecture de l'instruction. Donc l'état 1, 2 et 3 correspondent à la lecture d'instruction de la même façon que l'addition. Elle est là, à ce niveau-là, il sera dans le registre instruction. Après, bien sûr, il va falloir récupérer le registre R0 et R1 parce que la multiplication sera faite entre R0 et R1. Et la multiplication, on va utiliser l'addition et le décalage. On considère que la machine n'a pas d'instruction de multiplication. Donc ici, on a l'addition. On remet à 0 le registre. On place la donnée dans la partie low. Après, on décale, on additionne le registre Y à la partie haute de Z et on récupère le R1, on le met dans X et on fait le décalage à droite. Donc c'est à base de décalage, addition, test du bit, décalage. Si c'est 1, on fait addition et décalage. Si c'est 0, on ne fait que le décalage. Donc c'est l'algorithme qui est dans la leçon numéro 9. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière instruction, plutôt la dernière micro-ordre. Donc ça nous fait un total de 12 micro-ordres. Donc la table des états de multiplication sera la suivante. Donc on a pour coder 12 micro-ordres, 12 états, il nous faut 4 bits. Donc 4 bascules. Donc de 0, 0, 0, 0 jusqu'à l'état 12 qui est 1, 1, 0, 0. Donc ici, on a pour les 3, 1, 2 et 3, c'est la lecture de l'instruction. Après, commencera le décodage et l'exécution de 4 jusqu'à 12. Donc c'est le même principe. Ce qui diffère par rapport à l'addition, c'est que ici, on a, bien sûr, là on a le start. Là on a l'ancien état, Y0, Y1, Y2, Y3. Et là, on a le nouveau état en fonction de start et de LSB. Donc, étant donné qu'on a deux entrées, le start pour démarrer la multiplication et le LSB pour tester le bit de poids faible, est-ce que c'est un 1 ou un 0? Donc, si c'est un 0, on fait un décalage. Si c'est un 1, on fait addition et décalage. Donc, on aura 4 combinaisons possibles. Donc, lorsque start est égal à 0 et LSB égal à 0, c'est cette colonne. Lorsque start est égal à 0, LSB égale à 1, c'est cette colonne. Lorsque les deux sont à 1, c'est cette colonne. Et lorsque start est égal à 1 et LSB égale à 0, l'exécution se fait selon cette colonne. Donc il va falloir déduire l'ensemble des YI ici en fonction, bien sûr, de start, LSB et l'ancien état. Je vous laisse le soin de faire cet exercice parce que, bon, c'est vrai, c'est un peu long. Disons, le temps imparti à cette leçon ne permet pas de faire la totalité de l'exercice, mais vous pouvez le faire chez vous. Je pourrais le corriger si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer votre corrigé. Donc, on va jusqu'au 12e. Et, bien sûr, nous déduisons les équations des YI en fonction des YI plus qui sont dans ces colonnes, en fonction des YI qui sont là, start et LSB.
et puis le circuit de calcul des états pour pouvoir en déduire les équations du circuit qui calcule l'entrée. Donc ici, on a dans ce tableau la table des micro-ordres de multiplication. Donc on a ici les états, donc de S1 jusqu'à S12, et on a ici l'ensemble des micro-ordres qui sont nécessaires pour l'exécution de cette instruction. Et à chaque état ici, S1 par exemple, on a une ligne qui sera le mot de contrôle qui va envoyer les signaux nécessaires pour activer cet état, les unités fonctionnelles qui vont rentrer pour exécuter cet état. Pour le deuxième aussi, pour le troisième, jusqu'au 12e. Donc il va falloir prendre chaque signal et voir en fonction de Y0, Y1, Y2, Y3 et disons les équations et établir le sous-circuit de calcul des sorties qui sont ces micro-ordres. Donc ainsi se termine notre 22e leçon. Pour toute information, complément d'information ou exercice, ou si vous vous complétez ce qu'on n'a pas complété ce cours, vous pouvez me les envoyer, je suis à votre disposition. Vous pouvez vous connecter au Netuno et cliquer sur MedNetU et merci de votre attention.